curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Certains me connaissaient avant que je ne lance ce podcast, mais pour ceux qui m'ont découverte grâce à lui, peut-être ne savez-vous pas que je suis en parallèle la créatrice d'une gamme de granola, le Curcunola. Un granola au curcuma dont j'ai élaboré la recette pour qu'elle soit saine, digeste, sans gluten, cuite à basse température et peu sucrée. Alors, pour fêter l'arrivée de ce beau printemps, j'avais envie de vous proposer de bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble du site curcumabox.com grâce au code Bouge ton curcuma. J'espère que vous prendrez plaisir à déguster ce granola autant que j'en ai à le réaliser. Très bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Pascal Beffre, qui est ostéopathe dans le 17e. Il va nous en dire plus sur cette pratique que j'utilise personnellement depuis de nombreuses années. Une thérapie globale qui prend en compte tous les plans de l'être. Bonjour Pascal. Bonjour Cindy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Sur moi ? Oui, sur toi. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Sur moi, ce que je pourrais te dire, c'est par rapport à l'ostéopathie, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Ton parcours professionnel, en fait. Comment oui, t'as c'est été, ça, au niveau du parcours professionnel. C'est, d'abord, j'ai toujours été attiré par l'ostéopathie. Pourquoi ? Va savoir, je n'en sais rien. Parce que comme j'ai 60 ans, tu vois, ça remonte à loin, et l'ostéopathie était totalement confidentielle. Alors, je suis incapable même de te dire comment c'est venu. Une chose est sûre, c'est que j'ai fait beaucoup de kiné à l'époque pour des problèmes personnels de dos, et que je trouvais que l'on avait tendance à aller plutôt aux conséquences qu'aux causes, même si j'ai un profond respect pour la kiné, puisque je suis kiné moi-même. Mais je voulais aller un peu au-delà des choses, voilà, au-delà des apparences. Mais ça, c'est un contexte philosophique, donc ça allait dans mon concept de vie professionnelle. Donc, j'ai fait kiné à l'hôpital Necker, puisqu'à l'époque, nous étions obligés de faire kiné. Les médecins n'avaient pas le droit de pratiquer l'ostéopathie, c'est une interdiction, donc je n'ai pas fait médecine. Et après les 3 ans de kiné, j'ai fait 5 ans par stage d'ostéopathie. Voilà, pour pouvoir m'épanouir dans mon travail. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait kiné avant, parce que je trouve que c'est très complémentaire à l'ostéopathie, dans la vision du corps, dans la vision globale du système de santé, c'est aussi important. On sort de son cabinet dans ces cas-là. Et puis dans la manière de former la main. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le système a changé. Il y a des écoles, enfin la grande majorité maintenant, tu n'es plus ni médecin ni kiné pour faire ostéopathie. Alors il y en a des très mauvais, je te rassure, qui sortent de ces écoles, et il y en a d'excellents. J'en ai vu des très très bons aussi. Voilà. Donc tout dépend de la motivation en fait, qui te pousse à ça. Alors il y a un problème d'école, c'est pléthorique maintenant. Dès que tu ne marches pas en cabinet, tu crées une école, il faut bien gagner sa vie. Mm-hmm. Mais là, le gouvernement n'a pas réussi mais c'est compliqué aussi, à endiguer toutes ces écoles un peu sauvages. Mais il y a, disons, une dizaine d'écoles qui sont vraiment valables et qui forment très très bien les jeunes maintenant. Voilà, okay. Donc il faut revoir ça. Maintenant, il faut que les jeunes aillent beaucoup plus dans les hôpitaux. Mais ça sera petit à petit, ça se mettra en place. Déjà aujourd'hui, l'ostéopathie est reconnue, non ? Elle ne l'était pas du tout à l'époque. Elle est reconnue, tu sais, c'est comme l'homosexualité. On dit qu'elle est reconnue, on veut à tout prix qu'elle le soit parce qu'il est de mauvais ton de l'appliquer. Et tu t'aperçois que les patients dans les entreprises ou dans les familles, c'est pas si gagné que ça. Bon, un peu, l'ostéopathie, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que, comme on en parle beaucoup dans les magazines, il est de mauvais ton parfois de dire qu'on n'y croit pas. Mais en fait, derrière, c'est pas si accepté que ça partout. Donc c'est vrai que c'est accepté sur le plan gouvernemental, c'est accepté au niveau du ministère de la Santé, c'est reconnu. C'est pas reconnu par la Sécu parce que ils se sont désengagés de beaucoup de thérapies. Je ne vois pas pourquoi ils se sont engagés dans l'ostéopathie. Mm-hmm. Ils ont donné ça aux mutuelles. De plus en plus de mutuelles prennent en charge parce qu'effectivement, ça les intéresse. Si vous ne voyez pas d'intérêt à prendre en charge l'ostéopathie, ils ne le feraient pas. Ce n'est pas de la philanthropie. Donc ça prouve que l'ostéopathie est efficace et réduit le coût de beaucoup de charges derrière.
Maintenant, c'est pas encore. Il y a beaucoup de médecins qui sont encore réticents à l'ostéopathie et qui font peur aux gens. Et sur quelques émissions télé aussi qui font peur aux gens. Alors, qu'est-ce qui fait peur dans l'ostéopathie ? L'ostéopathie, deux choses majeures. Un, la notion de manipulation, qui est absolument pas nécessaire en ostéopathie. Le problème, c'est que si tu regardes bien toutes les émissions à la télé où on parle de l'ostéopathie, c'est à peu près toujours les mêmes victimes qui sont là, parce qu'il n'y en a pas 36 000 non plus. Et on définit jamais ce qu'est une manipulation médicale, parce que si on le définissait, il n'y aurait plus de débat, il n'y aurait plus d'émissions télé. Ça serait quand même ennuyeux pour les publicités derrière. Voilà, l'ostéopathie est totalement sans danger à partir du moment où tu respectes le corps de l'autre et tu connais tes propres limites. Après, c'est un problème de formation. Et surtout, un problème de formation où tu vois effectivement des jeunes kinés qui sortent en disant, jeunes ostéos, pardon, plutôt, en disant, voilà, la médecine traditionnelle, enfin pas traditionnelle, la traditionnelle, c'est l'ostéo. La médecine officielle, oui, la médecine officielle, je la rejette, c'est nul, etc. Ça, c'est une aberration absolue. Moi, je trouve heureusement que nous avons la médecine dite officielle parce qu'elle a sauvé énormément de gens, elle va continuer à en sauver. Et moi, elle a sauvé mes gamins aussi. Donc, voilà, je suis très respectueux de ça. C'est pour ça que je travaille main dans la main avec la médecine officielle. Et c'est ça qu'il faut. D'ailleurs, on s'appelle médecine parallèle, pas médecine perpendiculaire, quoi. Voilà, on ne rentre pas en conflit. Ou médecine douce. Voilà. C'est plus médecine parallèle d'ailleurs maintenant, c'est médecine complémentaire. Oui, médecine complémentaire, on invente toujours des systèmes. Alors, la dernière peur, la dernière crainte qui essaye de développer les médecins, c'est je ne sais pas si tu as entendu, c'est sur l'ostéopathie crânienne des enfants, en disant que c'était très néfaste et que ça la rendait à peu près neuneux, quoi. Donc, il doit y avoir beaucoup de neuneux en France parce qu'il y a énormément de gamins qui sont traités et ils en ont eu un énorme bénéfice. Et c'est parce qu'il y a un énorme bénéfice que tu as ce genre d'attaque de la part des médecins. Sinon, s'il n'y avait pas de bénéfice, ils n'en parleraient même pas. Et donc ça, c'est un peu le problème de la médecine où c'est toujours le patient qui a imposé, qui a obligé la médecine à les suivre. La médecine a toujours eu un temps de retard là-dessus. C'est un peu dommage. C'est la constante en histoire de la médecine. William Harvey, au XVIIe siècle, a failli être brûlé par le témoignage d'une gamine de 4 ans pour sorcellerie. C'est lui qui avait découvert la circulation sanguine. Celui qui a découvert les microbes, il a été tabassé à mort dans un asile de fous à Vienne. Et après, c'est Pasteur qui a pris ses travaux et qui a fait ce qu'on en sait. Donc, ils sont toujours en retard d'un monde. La chirurgie, c'est pareil. Si Louis XIV n'avait pas demandé à un barbier d'opérer sa fistule anale, les médecins à l'époque ne faisaient rien. Donc, pour le remercier, il lui a demandé ce qu'il voulait faire et l'autre lui a dit écoutez, non, m'anoblissez pas, ça m'est absolument égal, mais créez une chaire de chirurgie à la Sorbonne. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est créé. Voilà, il y a toujours un temps de retard. Il faudrait que les médecins soient davantage férus en histoire de la médecine pour ne pas revenir sans arrêt sur les mêmes travers, quoi. Et encore une fois, je te dis ça parce que j'ai un profond respect pour toute l'histoire de la médecine, l'Académie de médecine et les médecins. Je trouve que ce qui est horriblement difficile, bien plus que l'ostéopathie, c'est la médecine générale. Médecine générale, le pire dans une journée, tu vas avoir 90 cas de grippe, 91e, t'es crevé, il est 21h, c'est le cancer qui déboule. Si tu passes à côté, tu crains mort. Donc c'est extrêmement compliqué. J'ai un profond respect pour la médecine générale. Pas que j'aime pas les autres, hein, pas du tout. Mais voilà, quand tu vas voir un cardiologue, le gars il élimine tous les problèmes d'ongles incarnés déjà, tu vois. Donc voilà. Et oui, ça facilite. La médecine générale, il faut qu'il soit toujours vigilant. Alors concrètement, l'ostéopathie, c'est quoi ? L'ostéopathie, moi, je dis que c'est un mode de vie, c'est-à-dire et un mode de pensée. Comme je te disais, on ne vient pas à l'ostéopathie comme ça. Normalement, après tu peux y venir parce que tu te dis on peut se faire un peu d'argent, on peut faire des choses comme ça, je sais pas trop où aller, c'est possible aussi. Hein. Tu as de tout. Mais c'est quand tu veux aller au-delà des apparences, au-delà des choses. Donc c'est une curiosité que tu as. Tu l'as pareil, tu dois l'avoir en politique, en art, en philosophie, en théologie, tout ce que tu veux. Donc c'est un mode d'esprit. Et après, le corps humain a tout pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir lutter contre les pathologies. Je ne parle pas bactérienne, etc., quoique. Donc, il faut aider le corps, avec toute la modestie qu'on doit avoir, mais il faut aider le corps. Voilà. Et quand je parle de modestie, c'est à dessein parce que le pire ennemi de tout thérapeute d'une manière générale et d'un ostéopathe en particulier, c'est le manque d'humilité, quoi.
Parce que là, on passe à travers de tout. Donc, on ne doit pas s'imposer au corps de la pauvre victime sur la table, mais on doit l'aider à retrouver justement ses défenses. Et c'est comme ça qu'a été créée l'ostéopathie, en fait. Ouais, c'est un soutien, en fait, pour garder l'homéostasie du corps, le fonctionnement Alors, global. c'est un soutien, ou au-delà d'un soutien, c'est carrément une réorganisation, plus qu'un soutien, c'est une organisation vraiment active, quoi. Et l'ostéopathie, je ne sais pas si tu sais comment elle a été créée, c'est Andrew Steele en 1875 qui a créé l'ostéopathie. En fait, il était chirurgien, chirurgien médecin à l'époque, c'était à l'époque de Lucky Luke, les bandes dessinées. Donc il y avait beaucoup de charlatans, mais lui avait fait ses études de médecine dans le sud, en Louisiane. Il était sudiste, mais quand il y a eu la guerre de sécession, il a fait 4 ans de médecine dans les armées du Nord. Et je suis pas en train de dire que les armées du Nord étaient meilleures que celles du Sud, parce qu'il aurait tout à dire. Enfin, c'est pas le débat. Quand il a vu la boucherie, il s'est dit il faut essayer de trouver une solution, quoi. Et la boucherie, c'est pas seulement la guerre de sécession avec les armes à feu, c'est aussi le fait que son père était pasteur, comme lui était pasteur, et son père soignait les Indiens dans les réserves. Et il a eu accès à la médecine holistique, à la médecine indienne. Et il s'est aperçu, à l'époque, que les Indiens avaient beaucoup plus de résultats sur les maladies infectieuses, virales, sur tout ce qui était rhumatismal, par la phytothérapie, les plantes et tout, qu'en médecine occidentale, où il était très réduit en 1875. Et c'est comme ça qu'il a développé cette médecine holistique. Un mélange de ce qui était scientifique dans l'ordre de ce qu'on pouvait répéter de manière systématique, contrôlée, et ce qui était en rapport avec la nature, avec l'énergie de la nature. Voilà. Et ça, c'est grâce à son père et l'enseignement dans les réserves indiennes. Et du coup, aujourd'hui, il y a différents courants donc, quand même, d'ostéopathie. Je dirais qu'il y a 2 courants, pour résumer, grosso modo. Il y a le courant, je dirais, structurel, où c'est vraiment un dérivé de la chiropraxie. Et encore une fois, c'est pas une critique de la chiropraxie qui a énormément apporté, et qui apporte toujours d'ailleurs, mais avec un champ de compétences réduit. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a 100 ans, qui est bourrée d'arthrose, la chiro, ça va être compliqué. Et les bons chiros n'y vont pas d'ailleurs. Ouais, donc l'ostéopathie peut apporter une réponse à ça aussi, au niveau viscéral, au niveau crânien. Voilà. Donc il y a 2 camps. Il y a l'ostéopathe qui est vraiment plus sportif, on va dire, à la limite, pour caricaturer fortement, plus sportif et qui va être vraiment dans le structurel, et celui qui cherche une réharmonisation du corps, pas juste à libérer un blocage quelconque. C'est pour ça que des fois, quand on vient pour un problème lombaire, par exemple, on va se retrouver à être manipulé à la nuque ou... Mobilisé, quoi. Ouais, Parce que quand tu dis manipuler, le terme est justement un petit peu ambigu. Parce que l'ostéopathe n'est pas forcément médecin. Il y a très peu d'ostéopathes médecins. Tu vois, il y en a, mais très peu. Et la manipulation, elle relève de l'ordre du médical. C'est un acte médical. Or, on n'a pas besoin de manipuler, d'aller au-delà des limites physiologiques d'une articulation pour libérer une articulation. Il y a plein d'autres méthodes. Et c'est là où l'ostéopathe intervient. Donc, on peut faire énormément de choses parce que justement, on respecte l'articulation. Voilà. Et puis parfois, ça m'est déjà arrivé d'envoyer à l'Hôtel-Dieu où là, il fallait une manipulation médicale parce qu'il y avait une vraie luxation. Et je n'avais pas à le faire. Donc, je l'ai envoyé et là-bas, ils l'ont très bien traité, etc. Donc, encore une fois, on ne rentre même pas en conflit avec l'école de Maine qu'on appelait, surtout lui qui a développé ça, la vertébrothérapie. Et en fait, Maine était ostéopathe, mais bon, pas grave, il avait besoin d'appeler ça autrement. Et oui, mais c'est toujours pareil. Mais Maine était un très bon. Il avait une main extraordinaire et il avait formé quelques médecins qui étaient vraiment très très bons. Voilà, ça s'est un peu dilué là, c'est un peu le problème. Enfin voilà. Alors du coup, comme tu l'expliques, c'est une technique qui va plutôt, qui va pas s'arrêter sur les douleurs, mais qui va chercher sur le fonctionnement global. On va pas chercher. Voilà, la douleur, tu peux avoir une douleur à distance, tu peux avoir une douleur. Il faut prendre en compte un concept de base. Si on regarde déjà que le structurel, l'homme s'est mis debout par rapport à l'oreille interne et le regard. Ça doit rester à l'horizontale, sinon tu as des instabilités. Donc si tu as un bassin, qui, je te dis une bêtise, qui est incliné vers la droite, tu vas avoir des épaules inclinées vers la gauche pour que la résultante au niveau des oreilles soit l'horizontale. Donc si tu as un ongle incarné qui te gêne, tu marches mal, tu poses mal ton pied, ça joue sur le bassin, tu peux avoir des maux de tête à cause d'une cervicale bloquée parce que tu as un ongle incarné.
C'est très simple en fait. C'est très très simple, mais c'est à nous à voir où il peut y avoir le problème. Ça, c'est sur le côté purement structurel. Et après, il faut qu'on tienne compte du côté psychologique, qui est énorme. Oui, c'est ça. Énorme. Et c'est là où il y a tout le problème médical actuellement, où on ne donne pas la possibilité aux médecins traitants de prendre du temps avec les patients pour des histoires de coûts, etc. Et tout ce qui était avant enlevé en termes de maladies graves par la médecine, par le médecin de famille, le médecin de campagne, qui connaissait tous les tenants et les aboutissants de la famille, là, de nos jours, c'est pas possible. Donc, ça, c'est là où l'ostéopathe peut apporter un plus aussi par une écoute que ne peut pas faire, n'a pas le temps de faire le médecin dans les 9/10 des cas. C'est pas de sa faute, c'est qu'à un moment donné, on lui impose ça quelque part. On lui impose ça. C'est pour ça qu'il faut revoir aussi tout le système de santé par rapport à ça, le système par rapport à la Sécu. Mais l'ostéopathe, il faut qu'il ait une écoute quand même. Oui, ça, c'est important. Enfin, moi, ça fait à peu près 10 ans que je viens de voir. J'ai Ah calculé, ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai les cheveux blancs. Ah, d'accord. C'était pas le cas avant, non? Merci, c'est agréable. Et du coup, je me rends compte que j'entre avec un problème plus ou moins grave, mais je ressors avec le sourire aux lèvres. Ah oui, c'est-à-dire pas que avec toi un autre aussi. problème. Ça serait dommage. Mais du coup, tu as aussi cette notion de favoriser un peu l'humour aussi, pour détendre et pour amener le patient peut-être à... C'est important l'humour et la dérision. Déjà, quand tu pratiques l'humour, l'humour, ça a l'air prétentieux de dire ça, hein, c'est à mon niveau, c'est le fait tu libères tes propres tensions, donc tu es avec la personne à 100%, tu n'es pas avec celle d'avant, avec celle de derrière. Ça te permet de faire preuve de beaucoup plus d'empathie. Bien sûr. Parce que tu ne mets pas tes propres tensions, tu vois. Et la dérision, c'est vraiment ce qui peut essayer de soulager un petit peu le poids de la douleur des gens, quoi. Sinon, c'est insupportable la vie. Si tu prends tout trop sérieusement, c'est insupportable. Et je vois que les patients qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui arrivent à prendre en dérision des maladies très graves. Alors parfois, ils me demandent même comment ils sont. On dit ils sont aidés. Après, on y met ce qu'on veut derrière, peu importe. Mais parfois, c'est assez étonnant, quoi. Oui. C'est assez étonnant. Ouais. Et tu prends des leçons aussi d'humilité aussi par rapport à ça. Bien sûr, oui. Et puis après, on se retrouve parfois dans des postures un peu délicates sur cette table. Ouais. Donc du coup, ça détend aussi un peu l'atmosphère quand on a une jambe derrière la tête. Non mais c'est vrai, tu as besoin de reprendre. Eh oui. Mais là, il faut une grande confiance, et c'est vrai, il faut une grande confiance entre le thérapeute et le thérapeute, comme dirait l'autre. Voilà, et le patient. Voilà. Ouais. La confiance est importante. Bon là, du coup, tu vas avoir beaucoup de coups de fil de rendez-vous parce que les gens ont envie de se marrer. Si on n'a pas le même humour, ils vont craquer. Ouais. Après, tout est possible. C'est quoi la santé pour toi? La santé, le bonheur. Le bonheur. Il faut que tu sois... C'est le fait d'être heureux. Et quand on dit que tu es en bonne santé, moi j'ai vu des gens, je suis allé 7 ans en tant que bancardier à Lourdes, j'ai vu des gens dans des conditions incroyables corporelles. Et je peux dire qu'ils avaient la santé parce qu'ils donnaient des leçons à tout le monde et ils étaient heureux. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Ça a l'air incroyable de dire ça. Mais encore une fois, j'ai vu des gens lourdement malades et qui étaient heureux. Alors bon, ils trouvent qu'à Lourdes, c'était par leur foi. D'autres, c'est parce qu'ils sont cortiqués comme ça. Voilà, moi je dis, c'est le bonheur. La santé, c'est... Le bonheur est surtout d'essayer de faire plaisir aux autres, de se tourner vers les autres, même quand toi, tu es en souffrance. Parce que souvent, la souffrance t'amène à te centrer sur toi, parce que tout ton corps est concentré sur la lutte contre la souffrance. Voilà. Mais malgré ça, tu as encore des gens qui arrivent à se tourner vers les autres. Et pour moi, ça, c'est la santé. C'est la plus grande des santé, c'est la santé mentale. Oui. Si tu n'as pas de santé mentale dans ce sens-là, d'amour vis-à-vis des autres, je ne vois pas trop l'intérêt d'être en santé physique. Non, bien sûr, il n'y a pas d'échange. Voilà. C'est pour ça que... Et la maladie? Eh bien, la maladie... On pourrait dire un petit peu, tu sais, quand on dit le mal, c'est quoi? C'est l'absence de Dieu. Et pour moi, la maladie, c'est pas forcément un dysfonctionnement pathologique du corps. Il y a des gens qui ne sont pas cortiqués au bonheur. Ils n'ont rien. Tu sais, les fameuses maladies, un petit peu, il y a des gens qui sont toujours malades. Ils sont hypochondriaques. Donc, on peut appeler ça une maladie mentale. Ils ont toujours un peine de travers. Mais est-ce qu'ils sont vraiment malades? Oui, on peut dire qu'ils sont malades, mais est-ce que tu t'aperçois souvent que quand ils arrêtent de tourner vers eux, ils se tournent plus vers les autres? C'est marrant, ils vont beaucoup mieux.
Voilà. Donc, la maladie, je dirais un peu ça, c'est quand tu t'éloignes du bonheur. Voilà. Alors après, tu peux dire la maladie, évidemment, quand c'est viral, quand tu te fais écraser par une bagnole, quand tu fais... voilà, il y a une maladie qui est là que tu ne peux pas nier. Mais après, il faut la lutter. Il faut lutter contre ça. Mais c'est pas forcément de sa faute, parce que parfois on dit oui, toute maladie, c'est parce que soit ça vient d'un mental qui s'effondre, ou alors que ça vient d'une mauvaise hygiène. Pas forcément du tout. Il y a vraiment, quand tu manques de motivation, quand tu manques de projet, quand tu manques d'empathie, tu te prends tout en pleine tête. Et il y a alors je me souviens plus de son nom, mais on peut le retrouver facilement, ça je pense, une prix Nobel de médecine, une américaine. Il y a vraiment, maintenant, ça fait peut-être 25-30 ans. Hein. Elle s'était posé la question de savoir pourquoi les rois qui faisaient des cruels à l'époque, c'est-à-dire à l'inverse, des gens qui avaient la peste, qui les soignaient, n'attrapaient rien. Pourquoi Napoléon à Jaffa n'a rien attrapé en allant les pestiférer. Pourquoi Mère Teresa n'est pas morte plus tôt, parce que bon, avec tout ce qu'elle a touché. Pareil en Égypte avec Sœur Emmanuel. Et elle s'est dit, il doit y avoir quelque chose. Et pourquoi il y en a, ils attrapent tout ce qui bouge. Et elle s'est aperçue, elle a mesuré le taux vibratoire de certains virus, certaines bactéries et le taux vibratoire des tissus humains de certaines personnes. Et elle s'est aperçue que quand le taux vibratoire des tissus humains était supérieur à celui des virus, des bactéries, tu n'étais pas malade. Et Mathieu Ricard s'est livré, et d'autres, il s'est livré à ce genre d'expérience où on a mesuré son taux vibratoire, surtout quand il est en méditation, oui. etc. Et il arrive par méditation à des taux vibratoires exceptionnels. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été en vogue de dire, et je pense qu'il faut s'orienter là-dessus, que par la méditation, on pouvait augmenter son taux vibratoire et se protéger beaucoup de la maladie. Ça ne règle pas tout. Mais moi qui suis allé au Ladakh, donc c'était à la frontière sino-pakistanaise, mais en Inde, où ils sont démunis de tout, ils ne peuvent même pas enterrer leurs morts, tu vois, puisque la terre est tellement dure, donc ils les donnent aux oiseaux. Et j'étais au Népal en avril dernier. Eh bien, ils devraient être tous morts avec les conditions qu'ils ont. Mais ils ont une spiritualité permanente dans la journée qui fait que je pense que ça les protège. Malgré, ils ont un taux il vibratoire devrait y avoir élevé. beaucoup plus de morts. Oui. Tu vois. Est-ce que tu penses que c'est possible d'agir en amont de la maladie ? En amont ? De l'éviter ? Oui, c'est un peu la suite de ce que je te disais là. C'est-à-dire en amont, tu peux le faire en te tournant un peu plus vers les autres, en faisant attention à ton alimentation, ce que tu manges au niveau alimentaire. Je me souviendrai toujours du professeur d'Artevel qui était maintenant était à la retraite, mais il était chef de service à Marilanne-Longue, qui avait fait le premier au monde la greffe cœur-poumon en bloc. Et le professeur Israël à Bobigny qui me disait que s'il y avait une épidémie de cancer, c'était par la malbouffe. Beaucoup plus que par la pollution. Alors c'est vrai qu'il faut y faire attention. Maintenant, avec tout ce qu'on mange comme cochonnerie, après ça a un coût de bien manger. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis après, effectivement, il y a cette pollution contre laquelle il faut lutter, quoi. Donc ça aussi, c'est cette prise de conscience. Alors ça ne relève pas que de notre personne, hein. L'histoire de pollution, c'est un projet de société. Mais il faut qu'on y fasse attention et qu'on essaye de faire pression sur nos dirigeants pour l'histoire de pollution. Bon, après, c'est complexe. Hein. Et puis l'histoire de la malbouffe, faire ce qu'on peut. Voilà, pour essayer d'être attentif à bien manger. Mais là-dessus, je crois que tu es bien c'était ma prochaine ça. question. Quel rôle a l'alimentation dans la santé ? Voilà, c'est un rôle essentiel. C'est-à-dire, c'est la base de tout. Hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment la base de tout. C'est ce qui t'apporte toute cette énergie. Si tu ne manges que des éléments morts, entre guillemets, qui t'apportent aucune énergie, comme du pain blanc, etc., c'est très compliqué. Tu fais attention, toi ? Comment te dire Pas assez. Il y a des moments où je fais plus d'attention que d'autres. Voilà, quand après tu travailles 10 heures au cabinet, tu ressors, tu fais pas toujours attention comme tu devrais. Voilà. Il y a des moments où je le fais, des moments où je le fais pas. Quand je devais faire ce voyage au Népal, j'ai fait attention un peu avant, alors que je devrais faire attention tout le temps. Oui. Mais moi, je suis un mauvais élève. Je suis dans un club de whisky, j'adore la viande. Bon, on arrête cette interview. Voilà.
Donc moi, c'est juste catastrophique, mais mais je fais attention dans ce sens que malgré tout, je préfère me priver de certaines choses et essayer d'acheter bio comme je peux, essayer d'acheter à qualité. J'essaye d'éviter les légumes de supermarché. J'ai un petit légumier, je sais, où il y a une traçabilité même de ces légumes et de ces fruits. Donc voilà, je paye plus cher, mais au moins je sais d'où ça vient, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et l'ostéopathie, elle joue en prévention aussi. Complètement, justement, par le phénomène d'homéostat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tous ces systèmes de défense qui sont en harmonie dans le corps, tu es beaucoup plus apte à lutter contre l'agression d'un agent extérieur, beaucoup plus apte. Et si tu as des problèmes, par exemple, digestifs en permanence, ton corps va perdre une énergie folle à lutter contre cette manque de capacité des viscères à gérer la digestion, et ça te bouffe une énergie sur toute la journée, et à ce moment-là, tu peux choper tout et n'importe quoi. Oui. Tu peux attraper pas forcément des maladies, mais des dysfonctionnements ou même des dérangements à tous les niveaux, que ce soit même ORL, que ce soit physique. J'ai une amie qui est ORL, elle a soigné ses problèmes de sinusite chronique par l'ostéopathie, en libérant les articulations qu'il fallait et en se penchant sur l'alimentation, parce qu'elle s'était aperçue qu'effectivement avec l'acidité gastrique, tu te retrouves automatiquement avec des problèmes de sinus chronique, pour ceux qui sont sujets à ça, je parle. Et donc, elle a obtenu énormément de résultats grâce à l'association à ostéopathie plus alimentation. L'alimentation est fondamentale. Et l'ostéopathie, par exemple, pour ces histoires, je te parle de ces histoires de sinusite, si tu es bloqué au niveau cervical, on ne va pas faire tout le corps, hein, par certaines vertèbres, tu as un système ganglionnaire qui est accolé à ces vertèbres-là, et si tu as un dysfonctionnement là, tu as une congestion au niveau des muqueuses. Et cette congestion au niveau des muqueuses te favorise tous les sinusites récurrentes et sinusites chroniques. Donc il suffit qu'en amont, tu aies eu des problèmes, et puis c'est catastrophique, quoi. Faut pas oublier que très souvent, une conséquence, c'est l'accumulation de plusieurs causes. Ça, c'est bon en histoire, c'est bon pour la Révolution française, hein. Après, tu as un mouvement mineur, c'est bon pour par exemple, quand il y a eu le fameux printemps arabe, tout est parti parce qu'il y en a un qui s'est pris une baffe, il vendait des, je sais pas ce qu'il vendait d'ailleurs, des espèces de pain au chocolat, je sais pas quoi, en Tunisie, là. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc voilà, tous les mouvements majeurs, même dans le corps, sont gérés par les mouvements mineurs, il ne faut jamais l'oublier. L'effet papillon. Effet papillon, complètement. Donc c'est bon pour les enfants aussi, l'ostéopathie. Ah bah énormément. Oui. Ah ouais, énormément. Moi, je suis grand-père depuis 6 mois. Je l'ai vu tout de suite à la maternité. Voilà. Mais il ne faut pas faire de l'outrance. C'est-à-dire qu'on voit le gamin une fois, et puis il ne faut pas le faire revenir tout le temps. Si on voit que tout l'accouchement s'est bien passé, que le gamin se porte merveille, il est à la banane, il est heureux dans la vie. Alors c'est pas parce qu'il est comme ça aussi qu'il n'a pas de blocage qui vont l'embêter plus tard. Ouais, attention. Mais il ne faut pas non plus faire de l'ultramédicalisation. Voilà. Moi, j'emmène ma fille une fois par an. Voilà, c'est ça. Une fois par an, ça suffit. S'il n'y a pas de problème majeur, une fois par an, ça suffit. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'on a 10 kilos sur le dos en permanence. Oui, bien sûr. À cause de la pesanteur. Donc, on a tendance à tasser, on a tendance à lutter contre ça. Heureusement qu'on a ce poids, sinon on ne pourrait pas grandir. Hein. On grandit toujours en réaction, tu vois, de quelque chose. Aussi bien d'ailleurs psychique que physique. Donc il faut, comme les voitures, il faut faire des réglages régulièrement. L'entretien, quoi. Comme dans les couples, quand tu discutes, et ben là tu discutes avec le corps, de temps en temps, il faut discuter. Les nourrissons nés par césarienne aussi, on peut les amener parce qu'ils n'ont pas tous les flux n'ont pas été activés au passage. Le manque de traumatisme est aussi un traumatisme, à partir du moment où c'est naturel. Donc c'est un autre genre de traumatisme. Voilà. Et tu t'aperçois aussi que tu as des accouchements qui se passent excessivement bien, avec des crânes excessivement bloqués, parce que c'était une position intra-utérine. Tu vois ? Donc il faut se méfier. C'est pas parce que ça s'est bien passé, entre guillemets, bien passé, que le gamin n'a pas de blocage. Ok. Voilà. Donc il faut se méfier. Est-ce que toi, personnellement, tu pratiques l'ostéopathie ? Ah bah oui. Pas sur toi-même, je suppose, mais t'es un praticien. Ah, moi, je peux le faire déjà sur moi-même, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de manœuvres que tu peux faire sur toi. Mais sinon, oui, il y avait mon collègue avant, il y avait Perrine maintenant, enfin ma collègue. Maintenant, moi,
ça me rassure de savoir qu'il y a d'excellents ostéopathes partout. Tu sais, tout le monde a le meilleur ostéopathe du monde. Oui, bah oui. Et non, mais tant mieux, moi ça me rassure, parce que je me dis, si un jour je dois me faire soigner par un mec génial, au moins il y en a. Voilà. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que je trouve ça très très bien que quelqu'un dise j'ai le meilleur ostéopathe du monde, parce qu'on a tous quelqu'un qui correspond à son corps. Et moi, je peux très bien passer à côté de quelque chose parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas ressenti la personne, le corps, une énergie qui ne me correspond pas, on ne sait pas pourquoi. Ça ne devrait pas l'être, normalement, on devrait être au-delà de ça, mais va savoir pourquoi. Et puis, tu vas voir un cas compliqué qui a été pas perçu par un autre ostéo, et puis toi, tu vas le régler d'un coup, tu trouves ça très simple. Ouais. Bon, il faut beaucoup d'humilité, parce que c'est pas parce que toi, tu réussis un cas compliqué que tu vas pas rater un cas simple. Oui, bien sûr. Il faut se méfier. Donc, si tu as trouvé ton ostéopathe, il faut pas, faut le garder, qu'il te convienne. Et, il faut le garder. Ok. Voilà. Dernière question, qu'est-ce que tu fais pour rester en bonne santé ? Je ris. Je rigole. Ouais, je ris et j'ai toujours, c'est MacArthur qui avait fait, quand il est parti à la retraite, il a fait un discours célèbre devant la marine et il disait on est vieux dans la tête que lorsque, donc la santé c'est pareil, que lorsqu'on n'a plus de projet. Ben moi j'ai toujours des projets, moi je suis leur vie de la crèche moi. Je veux toujours la bouteille à moitié pleine, j'ai toujours des projets, j'ai envie de voyager, rencontrer les gens. Voilà, je suis beaucoup tourné vers les gens, aussi pas mal vers moi-même, hein. Mais, non, mais c'est vrai, il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres, hein, sinon tu t'aimes pas correctement. Mais voilà, toujours en projet. Moi, je m'ennuie jamais avec moi. C'est plutôt une bonne base. Ah oui, c'est plutôt une bonne base. Je suis assez tolérant avec moi. Eh ben, merci beaucoup, Pascal. Ah bah de rien, Sylvie. Merci. Bouge ton curcuma. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast et bien sûr à partager. Je vous retrouve sur curcumabox.com avec le code Bouge ton curcuma pour bénéficier de 10% sur l'ensemble du site. À bientôt.